Mesdames et messieurs, nous sommes le vendredi 22 septembre 2023. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva et bonsoir à tous. Dans les actualités de ce jour, commençons par l'actualité politique de ce soir. Justement, la plateforme regroupant les partisans d'Andry Rajoelina ou Union des pro-Andry Rajoelina ou UPAR a été présentée officiellement aujourd'hui au CCI Ivatu. Madagascar doit se développer. Madagascar, Atsmansi Manjou, tel est l'objectif de cette union de partis politiques et d'associations. L'UPAR est également l'union des personnes soutenant le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, constituée des amis, des membres de la famille politique qui ont été oubliés ou qui se sont éloignés pour diverses raisons, des partisans depuis toujours et maintenant qui sont prêts pour le développement de Madagascar. L'UPAR est convaincu que nous devons avancer vers l'élection afin de poursuivre le développement déjà entrepris par le président Andry Rajoelina durant ces 5 ans. Reportage de Miarvulasfer et Nassé Charangenas sur les images de Brasdé Nilsson. Madagascar doit se développer, de ce fait le pays ne doit plus reculer. Malgré les diverses crises, bon nombre de réalisations ont été réalisées. Néanmoins, beaucoup reste encore à faire. Les principes ne sont pas forcément les mêmes, mais l'objectif est le même, le développement de Madagascar. De ce fait, les anciennes têtes politiques, des élus, des notables, des représentants d'associations se sont regroupés pour former l'UPAR ou l'Union des pro-Andry Rajoelina. Cette plateforme soutient le président Andry Rajoelina pour ses visions, sa détermination, son patriotisme et ses nombreuses réalisations dans les districts, les communes, les régions et dans le pays tout entier. Ainsi, ils soutiennent le président Andry Rajoelina pour l'élection à venir. La plateforme UPAR regroupe également 50 députés indépendants soutenant le candidat numéro 3. Des partisans depuis toujours qui ont choisi une autre voie politique mais qui ont décidé de revenir pour unir leurs forces et leurs voix pour faire élire le candidat Andry Rajoelina. Soutien à l'élection mais également aux travaux de développement d'Andry Rajoelina, tel est l'objectif de l'UPAR qui a été présenté officiellement aujourd'hui au CCIV. Toujours dans cette page politique, parlons de la préparation des élections. Jusqu'à présent, 80% des communes de l'île ont commencé à distribuer les cartes électorales. Selon les informations, la CENI est actuellement à la recherche de personnes susceptibles d'être membres de bureaux de vote. Ces 2 rapports édités par la CENI confirment que le processus électoral à Madagascar avance comme il se doit. Reportage de Cécile Vin et Secha Anjinap. Une semaine après le début de la distribution des cartes électorales à travers l'île, 1360 des 1695 communes dans tout Madagascar ont déjà commencé la distribution et selon le rapport de la CENI, tous les travaux avancent comme il se doit. La distribution dans certains Fukuntang a néanmoins connu un léger retard en raison du manque d'agents dans chaque secteur selon les informations de la Commission nationale électorale indépendante. La prochaine tâche après la distribution des cartes électorales est la planification des membres des bureaux de vote, selon les informations. Il assurant toutes les opérations au sein des 1987 bureaux de vote dans toute l'île. Ces membres au sein des bureaux de vote devraient être installés 30 jours avant la date des élections au plus tard et la CENI recherche des personnes qualifiées à cet effet actuellement. Il appartient aux candidats à la présidentielle de désigner leurs délégués, lesquels assisteront et surveilleront le processus de vote afin de garantir la transparence, selon toujours les informations. Et dans l'actualité économique de ce soir, le ministère du Commerce et de l'Industrie se prépare actuellement pour l'approvisionnement en riz durant la période de soudure. Il n'y aura pas de pénurie de riz ni de hausse de prix selon le directeur de la protection des consommateurs. Madagascar possède une dizaine de milliers de tonnes de stock de riz en ce moment. De plus, l'importation de riz du SPM se poursuit. Judika Rajanirin nous en dit plus. Madagascar entre dans la période de soudure dans quelques mois. Le manque de riz, qui est l'aliment de base, préoccupe la population. De ce fait, le ministère de Commerce se prépare à affronter cette période. Plus de 15 900 tonnes de riz ont été déjà dépêchées à Touliar en début de ce mois de septembre. Tuamasne possède un stock de riz à plus de 21 000 tonnes actuellement. De plus, les riz importés par le SPM continuent d'arriver en ce moment. 300 tonnes de riz sont arrivées au port de Tuamasne la semaine dernière. Ils sont déjà stockés au sein du SPM à Nouzatu. 300 autres tonnes de riz viennent également d'arriver à Tuamasne. Une des situations qui marque le prix
du riz et qui a un impact sur le marché international est la suspension par l'Inde de l'exportation de riz depuis le mois de juillet dernier. L'Inde tient les 40% du marché international de riz. Le tonne métrique du riz atteint les $580 actuellement, si elle était de $430 au mois de juillet. Pour veiller aux intérêts des consommateurs, l'État, à travers le MIC, négocie pour faire entrer le riz indien comme auparavant dans le pays afin qu'on en ait en quantité suffisante et pour qu'il n'y ait pas de hausse de prix. Le manque d'équipements à utiliser pour transformer les produits constitue le problème majeur des petits entrepreneurs de la région Atsimou-Atsnan, alors que l'expansion des marchés et des échanges, notamment vers l'extérieur, est importante selon les grands entrepreneurs de cette région. C'est ce qui a été évoqué lors de la réunion des entrepreneurs locaux aujourd'hui à l'issue de la deuxième journée internationale des régions Ougir qui se tient à Farafangan. Au cours de cette réunion, les problèmes auxquels font face ces entrepreneurs ont été discutés et des solutions y ont été apportées. Reportage. L'agriculture est le secteur d'activité le plus courant chez les petits entrepreneurs de la région du Atsimou-Atsnan, notamment la culture du maïs, de patates douces, de riz et de manioc. Il existe également des cultures destinées à l'exportation et pour la transformation en huiles essentielles grâce à la culture de girofle. À cela s'ajoute également la pisciculture. Les petits entrepreneurs locaux se sont regroupés en coopératives, l'objectif étant de réduire l'insécurité alimentaire ainsi que la capacité de stocker et de transformer les produits. Cependant, le problème pour eux réside dans le manque de matériel. C'est la raison pour laquelle ils lancent un appel aux autorités pour les aider lors de cette journée internationale des régions, Ougir, qui se tient à Farafangan. Certains des entrepreneurs classés parmi les grands entrepreneurs exportent déjà leurs produits. L'exportation d'huile essentielle est la plus courante pour eux, mais ils attendent à ce que ce marché se développe, comme l'ont déclaré également ces entrepreneurs lors de la réunion des entrepreneurs locaux sous la direction du ministère des Affaires étrangères. Une visioconférence a également eu lieu ce jour entre ces entrepreneurs et la diaspora issue de cette région afin de trouver ensemble la manière de développer cette région étant donné ses nombreuses richesses dont elle dispose ainsi que de la promotion du secteur du tourisme. Dans les actualités sociales, le Fonds de préparation du projet de mobilisation, protection et valorisation des ressources en eau et de renforcement de la résilience au changement climatique a été lancé officiellement ce jour. La durée de préparation de ce projet qui intervient dans 6 régions est de 24 mois. Une part de ce projet est financée par la Banque africaine de développement. Reportage de Nervoulas Ferran et Bras Denilson. Madagascar possède environ 3000 km de fleuves et rivières répartis sur 5 grands bassins. Le pays fait également face à des périodes de sécheresse récurrentes dues aux effets du changement climatique. Les 6 régions d'intervention du projet font partie des régions avec les plus basses pluviométries annuelles de Madagascar et qui depuis plusieurs années souffrent des conséquences de la sécheresse. Il y a donc nécessité de trouver un juste équilibre dans la gestion et la répartition des ressources en eau disponibles face aux différents besoins de la population. Le projet PMP-Vero a été alors initié pour préparer des études de renforcement des capacités des acteurs du secteur et mettre à disposition des produits de connaissances nécessaires au développement harmonieux, intégré et inclusif du secteur, ainsi qu'à la gestion efficace de la ressource en eau et des ouvrages hydrauliques à Madagascar. Ce projet revêt une importance cruciale pour notre nation, car il vise à répondre à un défi majeur auquel notre pays est confronté, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et la lutte contre les effets dévastateurs du changement climatique. Je me réjouis de votre venue nombreuse et vous en remercie car cela confirme votre volonté de prêter main forte au ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans son noble devoir d'honorer la promesse Vélan numéro 2 pour tous et l'atteinte de l'objectif numéro 6 des objectifs de développement durable, garantir l'accès de tous à l'eau, à l'assainissement. Les activités du projet couvriront 6 régions de Madagascar et plus de 1 million de personnes en seront bénéficiaires. Une partie de ce projet est financée par la Banque africaine de développement et une autre partie par le gouvernement malagasy.
Et la collaboration entre la Poste française et Poste Malaga s'y reprend après 32 années de suspension. À travers cette collaboration, l'acheminement des colis se rend élargi et plus rapide. Pauma pourra également augmenter sa recette dans la caisse de l'État. La signature de contrat entre les deux parties s'est tenue hier à Antananarivo. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. En 1991, la collaboration entre Poste Malagasy et la Poste française était suspendue en raison de la situation politico-sociale qu'a traversé le pays. Par conséquent, la Poste française a dû travailler avec un privé pour acheminer ses colis, pénalisant ainsi la caisse de l'État. Aujourd'hui, cette collaboration a repris à travers l'EMS ou Express Mail Service. Alors le contrat que nous avons signé aujourd'hui, c'est un contrat qui engage la Poste française à acheminer et faire distribuer l'ensemble de ses colis en EMS par la Poste de Madagascar. Cela est bénéfique dans le fait que la Poste Madagascar bénéficie ici sur le territoire du réseau le plus étendu, le plus intégré que l'on puisse trouver et donc le plus fiable en termes de délai pour acheminer l'ensemble de nos colis sur l'ensemble du territoire de Madagascar. Après l'obtention de l'agrément commissionnaire en douane, Pauma pourra récupérer et apporter directement les colis chez les clients. Selon son DG, Renardson Richard, cela permettra de se rapprocher des clients, mais aussi de contribuer grandement à la recette du Pauma dans le trésor public. La signature de la convention entre Pauma, EMS Madagascar et Colissimo France, un groupe de la Poste française, a été signée hier à Antananarivo. En ce qui concerne la banque postale, le PCA du Pauma, Rassam Mansourine, a souligné qu'après l'agrément qui a été reçu la semaine dernière, elle devrait être opérationnelle en 2024. Passons à présent aux actualités internationales. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Alliance Djihad, affilié à Al-Qaïda, en lutte depuis des années contre l'État malien, a annoncé dans une série de messages début août déclarer la guerre dans la région de Tombouctou. Depuis, Tombouctou fait face à un blocus qui empêche les quelques dizaines de milliers d'habitants de la cité au 333 saints de quitter la ville et d'être ravitaillés. France 24 nous en dit plus. Tout a commencé avec des messages vocaux publiés début août par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Dans ces messages, le groupe annonçait une guerre dans la région de Tombouctou. Depuis, la ville est sous blocus. Les camions n'entrent plus, les produits de première nécessité commencent à manquer, les prix augmentent. Le marché actuellement est très difficile parce que si ça continue comme ça, vraiment, il y a beaucoup de boutiques qui vont se fermer. Parce que si l'aliment ne rentre pas normal, comme l'huile, le lait, les sucres, les riz, les mines, si ça ne roule pas bien, vraiment, ça va être un peu difficile sur la population. Le fleuve Niger au sud offrait une solution pour acheminer biens et personnes, mais la navigation est arrêtée depuis l'attaque contre un ferry le 7 septembre qui a coûté la vie à des dizaines de personnes. Et dans les airs, Sky Mali, seule compagnie à desservir Tombouctou, a annulé ses vols après une attaque à l'obus, non loin de l'aéroport. Aujourd'hui, vraiment, la situation, on peut le dire ainsi, elle est intenable. Les populations de Tombouctou souffrent. Et c'est un cri de cœur, vraiment. Les djihadistes ne visent pas nécessairement les villes, mieux défendues, mais étendent leur emprise sur les zones rurales et maintiennent la pression sur l'État central. Ils ne sont pas les seuls. Les retraits des forces françaises et des missions de l'ONU ont aussi fait réapparaître la menace d'une offensive de groupes séparatistes à dominante touareg et arabe. Et le Bénin a lancé en 2017 un programme de cantine scolaire pour encourager les filles et les garçons à rester scolarisés. En mai dernier, le Programme alimentaire mondial a désigné le Bénin comme champion du monde des cantines scolaires. Le taux de couverture est passé de 30 à 75% en 6 ans. France 24.
Dernier préparatif en ce jour de rentrée pour Eliom. À l'heure du déjeuner, elle n'aura plus à parcourir des kilomètres à la plus grande satisfaction de son tuteur. Depuis que son école s'est dotée d'une cantine, ses résultats scolaires se sont inversés. Moins fatiguée, elle bénéficie de plus de temps libre pour réviser ses cours. Son niveau a changé et puis elle fait partie des 5 premiers, ce qui n'était pas le cas les années antérieures. Dans cette école du sud-ouest du Bénin, située au bout d'une piste dans le département du Mono, l'ouverture de la cantine en mars dernier a fait bondir le nombre d'inscriptions en quelques mois. L'effectif a grimpé de plus de 25%. Les parents se disent qu'ils sont soulagés. Ils sont soulagés du fait que les enfants ont au moins un repas chaud par jour à l'école. 75% des écoles primaires publiques du Bénin sont désormais équipées de cantines scolaires, presque 3 fois plus qu'en 2017, au moment du démarrage du projet initié par le gouvernement béninois. Sa priorité, cibler les enfants des milieux défavorisés. Il a été noté un fort taux de déperdition scolaire et parmi les causes les plus accentuées se trouve le fait qu'il y ait des difficultés dans les familles qui ne permettent pas de maintenir les enfants à l'école juste parce qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir. Pour couvrir toutes les écoles d'ici à 2026, le gouvernement a l'appui logistique du Programme alimentaire mondial. Il est chargé de contrôler l'utilisation des vivres par le biais de partenaires locaux. Des jardins potagers au sein des écoles et des producteurs locaux alimentent également les cantines scolaires. Le Bénin est déjà actuellement considéré comme un modèle au niveau non seulement de l'Afrique, mais vraiment au niveau mondial, autour de l'alimentation scolaire. Et beaucoup de pays, en fait, aimeraient vraiment bénéficier de ce partage d'expériences. Et c'est déjà des choses qui sont en cours. Selon les chiffres officiels, le taux de décrochage scolaire en primaire a reculé de 4% depuis la mise en place de ces cantines au Bénin. Et des manifestants anti-gouvernementaux sont descendus aujourd'hui dans les rues d'Erevan, dans la capitale de l'Arménie, pour la 3e journée consécutive, afin de protester contre la gestion de la crise au Haut-Karabakh par le gouvernement. L'armée azerbaïdjanaise a lancé mardi 19 septembre dernier une attaque contre la région séparatiste de Haut-Karabakh, majoritairement peuplée d'Arméniens et déjà théâtre en 2020 d'une violente guerre qui avait permis à Bakou d'y reconquérir de larges portions de territoire. France 24 nous en dit plus. Ces manifestants en train de chanter, en train d'entonner des chants patriotiques. Il y a des cortèges qui se forment de façon spontanée un peu partout dans la ville. Et ce que l'on peut dire, c'est que les gens sont d'une part très inquiets pour leurs proches au Haut-Karabakh dont ils peinent à obtenir des nouvelles, mais ils sont aussi en colère contre le Premier ministre Nicole Pachinian qu'ils accusent de traîtrise. Ils crient le nom de Artsar, donc le nom qui est donné par les Arméniens à la région du Haut-Karabakh. Il prononce aussi des mots tels que Nicole traître ou bien honte. Néanmoins, on peut dire que les contestations, elles sont assez dispersées dans la ville, qu'il y a peut-être un manque de cohésion qui fait que le mouvement n'est pas encore tout à fait global, mais on s'attend à davantage de manifestants plus tard dans la soirée. Et les forces de police sont très, très présentes. Il y a déjà eu plus de 80 arrestations depuis le début de la matinée. On voit des altercations verbales entre les forces de l'ordre et les manifestants, et dès qu'il y a un petit accrochage verbal, ils sont tout simplement embarqués par la police. Donc voilà, on attend de voir ce qui se passera ce soir sur la place de la République. Seront-ils des centaines, voire des milliers, comme ils l'étaient ces précédentes soirées? Des milliers d'entre eux sont réfugiés pour le moment à l'aéroport de Stepanakert ou bien dans des bases militaires russes aux alentours, sans eau ni nourriture. L'aide humanitaire faite d'eau, de nourriture et d'essence promise par Bakou lors des pourparlers de la journée d'hier ne sont apparemment pas encore arrivées, et certaines villes comme Martouni et Martakert attendent encore d'être évacuées. Des résidents sur place affirment qu'ils sont entourés par les troupes azerbaïdjanaises. La
l'Azerbaïdjan qui semble en tout cas insister sur une intégration de la population arménienne au sein de l'Azerbaïdjan, ce que les Arméniens de la région eh bien, ils sont très craintifs par rapport à cela. Ils nous disent comment pourrions-nous faire confiance à un pays qui nous bombarde. On a bien vu qu'il y a eu plusieurs civils décédés lors des récentes attaques. Des résidences civiles ont été durement touchées. Et parmi les manifestants qui se trouvent derrière moi, il y en a beaucoup qui espèrent qu'il y aura un corridor humanitaire qui va pouvoir s'ouvrir pour que les Arméniens du Haut-Karabakh arrivent en Arménie. Et ils ne comprennent pas pourquoi le Premier ministre Nicole Pachinian hier a affirmé qu'il ne voyait pas de raison pour craindre pour la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh. Et une grande partie de la population en fait craint que la prochaine étape pour les troupes azerbaïdjanaises, ce sera de menacer l'Arménie elle-même et d'entrer dans la région du Syunik à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité. Sur ce, très bonne soirée et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.